Bonsoir Georges Malbruno. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. On va revenir avec vous sur une affaire au retentissement mondial. C'est une disparition digne d'un scénario de thriller, la disparition de Jamal Khashoggi. C'est un journaliste saoudien de renommée internationale, opposant au pouvoir. Devenu opposant, oui. Devenu opposant au pouvoir et qui a disparu. Il s'est volatilisé il y a maintenant 15 jours en se rendant au consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé? Alors, c'était effectivement le 2 octobre. Jamal Khashoggi venait au consulat saoudien d'Istanbul pour se faire établir des papiers pour sa nouvelle femme. Et il avait pris rendez-vous avec le consulat. Il est rentré. C'est les images qu'on vient de voir. Donc, les dernières images qu'on a de lui, il rentre dans le consulat. Au consulat, en début d'après-midi. Et ensuite, plus rien. On ne l'a jamais vu ressortir. Et donc, début des interrogations très rapidement. Rapidement également, des sources turques proches de la présidence accusent l'Arabie Saoudite d'avoir commandité l'assassinat de Jamal Khashoggi. On parle d'un commando d'une quinzaine de personnes qui sont arrivées effectivement à bord de 2 jets privés ce même 2 octobre en provenance de Riyad et qui seraient repartis le soir même. Avec ou sans Jamal Khashoggi, on ne le savait pas à l'époque. Il y a eu ensuite un certain nombre d'informations qui ont circulé sur l'exécution, l'assassinat. Avec des détails relativement macabres. La presse turque a révélé que la Turquie avait espionné, posé des micros à l'intérieur du consulat, qu'on avait entendu des scènes de torture, de la mort de Jamal Khashoggi. Donc, effectivement, des scènes assez macabres, des informations qui n'ont pas été confirmées. Mais les jours passant, et face à l'absence de réaction saoudienne, il y a eu d'abord un silence, puis ensuite un déni, dont nous ne sommes pas impliqués. Eh bien, le doute s'est installé, et effectivement, les soupçons se sont portés sur l'Arabie Saoudite. Tous les projecteurs sont braqués sur l'Arabie Saoudite. Alors, derrière, évidemment, cette disparition, il y a l'ombre du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman. Qui est ce personnage? C'est le fils du roi, Salman, le fils préféré, qui est devenu prince héritier l'an dernier. Il a 33 ans, il est extrêmement ambitieux. Il a renversé, si je puis dire, écarté son cousin, qui était le prince héritier, Mohammed bin Nayef, qui était le favori de l'ancienne administration américaine, proche de la CIA. Il a un caractère assez ambigu, il est double facette. Il a engagé des réformes qu'il faut saluer, sur le droit des femmes, par exemple, à conduire, sur une certaine libéralisation. Il a pris conscience d'un certain nombre de problèmes qui étaient ceux de l'Arabie Saoudite. Et en même temps, il a embastillé tous les princes qui lui faisaient de l'ombre lors d'une opération anticorruption, dont vous vous souvenez peut-être, l'an dernier au Ritz-Carlton. Il a mis dans cette prison dorée les princes. Il leur a ponctionné leur argent. Et aujourd'hui, ces princes sont chez eux, sans beaucoup d'argent, et ils ne peuvent pas sortir. Et donc, c'est quelqu'un qui a pris une place énorme et qui refuse, effectivement, qui a mis en prison aussi des opposants et qui, visiblement... refuse toute critique, effectivement, mais qui est soutenu par Donald Trump. Alors justement, on parle de Donald Trump. Il s'est entretenu avec le roi aujourd'hui et le président des États-Unis parle d'un meurtre qui pourrait être le fait d'éléments incontrôlables. Alors, on voit bien une thèse se dessiner qui serait un meurtre crapuleux sans aucun lien avec le prince saoudien. Voilà, je crois que l'équipe de Mohammed bin Salman cherche à habiller ce crime. Et en l'habillant, en accusant des fusibles, c'est-à-dire probablement les 15 types qui ont été envoyés là-bas pour ou soit l'exfiltrer, ou on le saura peut-être le tuer. Et donc, il y a ce scénario-là qui se met en place. Donald Trump a appelé le roi Salman dimanche. Le roi Salman lui dit « J'ignore quel est le sort de Jamal Khashoggi ». Immédiatement, Donald Trump a envoyé Mike Pompeo, son secrétaire d'État à Riyad, qui s'entretient en ce moment même avec le roi et ensuite avec le prince Mohammed bin Salman. Donc on a l'impression qu'effectivement, les États-Unis, partenaires privilégiés de l'Arabie Saoudite, veulent sanctuariser le pouvoir saoudien, le roi, mais
est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences sur Mohammed bin Salman, qui probablement quand même est allé probablement un peu loin après? Alors, là, c'est une question qu'il faut se poser. Bruno, on va y venir, mais avant cela, pourquoi justement sanctuariser ces relations? On sait bien qu'il y a des gros enjeux derrière tout ça. L'Arabie saoudite, les États-Unis ont depuis 1945 une relation stratégique. Les États-Unis protègent l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite, dans le passé, livre du pétrole aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des gros contrats. Aujourd'hui, il y a encore plus d'intérêt parce que Donald Trump est un homme d'affaires, comme vous savez, qui dit aux Saoudiens, 100 mois en 15 jours, vous êtes renversés par vos adversaires, mais moi, je vous protège. Et donc, il fait une espèce de chantage comme ça. Et il l'a signé avec l'Arabie saoudite, il y a 2 ans, pour environ 380 milliards de dollars de contrats. D'armement, généralement. De construction, essentiellement d'armement pour la sécurité. Et donc, les 2 hommes sont très liés. Et donc, les 2 hommes sont très liés. Mohammed bin Salman est aussi un homme de deal. Et il est très proche du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui veut essayer de trouver un accord israélo-palestinien. Pour cela, les États-Unis ont besoin de MBS, Mohammed bin Salman. Et donc, on voit que Mohammed bin Salman, en fait, son sort, il est entre les mains de 2 personnes. Son père, le roi Salman, parce que des gens autour de lui, d'autres princes pourraient dire au roi, attention, il est allé trop loin. Et puis, aussi, peut-être Donald Trump, qui, si jamais il se rend compte que, ou s'il y a des preuves accablantes contre Mohammed bin Salman, dire voilà, même s'il est notre gars à Riyad, c'est trop, il faudrait trouver un autre Mohammed bin Salman qui garantirait nos intérêts. La France, dans tout ça, on l'entend assez peu. Alors, la France a eu une position, les 6 premiers jours, c'était un mutisme total. C'est ça, grande discrétion. Grande discrétion du Quai d'Orsay. Ensuite, il y a eu une réaction assez forte d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas, il l'a dit d'ailleurs devant des ONG, un néo-converti à Mohammed bin Salman. Simplement, il considère qu'il ne veut pas, il ne va pas l'encenser, mais il ne veut pas non plus le plomber. C'est un jeune, il pourrait être roi, et donc il faut lui donner un peu sa chance. Simplement, là, devant l'accumulation de soupçons, la France a haussé le ton. Cet après-midi encore, Jean-Yves Le Drian, quand même, a dit qu'il faut effectivement établir les faits de manière avérée, parce que là, on est quand même devant des méthodes dignes de celles de Saddam Hussein ou de Moammar Kadhafi il y a 20 ans. Les entreprises commencent évidemment à réagir, à prendre leur distance. Je pense à un sommet des affaires qui doit avoir lieu à la fin du mois. Il doit y avoir la semaine prochaine, le 23, un gigantesque forum des investissements parrainé par Mohammed bin Salman. On a baptisé le Davos du désert. Voilà, le Davos du désert, parce que Mohammed bin Salman a aussi comme idée, parce qu'il a un plan Vision 2030 pour l'Arabie, c'est-à-dire faire en sorte que l'Arabie, qui a été une puissance pétrolière, où les jeunes, qui sont 70% de la population, n'avaient pas l'habitude de travailler, aujourd'hui, il faut qu'ils travaillent. Donc, de faire passer de l'Arabie pétrolière à une Arabie un peu moderne, c'est-à-dire mettre les jeunes au travail. Et pour ça, il a besoin des investissements étrangers. Donc, il fait venir les grandes sociétés. L'an dernier, il y avait eu ce forum avec beaucoup de gens. Cette année, il devait y avoir ce forum. Et là, effectivement, il y a quand même certaines réticences. On a vu des grandes sociétés américaines, des grandes compagnies de public relations que l'Arabie utilise pour améliorer son image, dire « Oh là là, je n'y vais pas ». Le secrétaire d'État américain au Trésor y va. Christine Lagarde, elle aussi, patronne du FMI, a dit qu'elle y allait. La question en France, est-ce que Bruno Le Maire, qui a été invité, va y aller? Bruno Le Maire, interrogé, a dit la parole est à Emmanuel Macron, c'est lui qui décidera. On sait que Bruno Le Maire n'est pas très pro-saoudien, on verra. Mais vous savez, dans ces relations, même le poids des affaires est très très important parce que l'Arabie est un client important. Et il y a souvent le dernier mot. Et il y a souvent l'argent qui compte. Les autorités turques vont continuer et poursuivre leurs investigations. Que se passe-t-il si l'assassinat est avéré? Est-ce que le prince Ben Salman peut être évincé? Il peut être évincé si son père lui dit tu es allé trop loin, mais je ne pense pas que ce soit probablement l'hypothèse la plus plausible. Je pense qu'on va, c'est triste un peu pour le pauvre Jamal Khashoggi, qui était un journaliste effectivement de renom, sur une espèce de... Oui, voilà, qui est éditorialiste maintenant au Washington Post, donc une voix, un concurrent pour Mohammed bin Salman. Écoutez, je pense qu'on va plutôt, on pourrait s'acheminer vers une espèce de grand deal. La Turquie qui est alliée du Qatar, le Qatar qui était en guerre contre l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite impose un blocus au Qatar, la Turquie pourra avoir obtenu une levée du blocus sur le Qatar. Vous avez vu que la semaine dernière, le pasteur américain qui était emprisonné en Turquie a été libéré. Donc voilà, je pense, la Russie est impliquée, Poutine a envoyé son envoyé spécial auprès des Saoudiens. Donc voilà, je pense qu'on pourrait s'acheminer vers une espèce de grand deal de sortie, avec quand même, vous le soulignez, une interrogation. Est-ce que Mohammed bin Salman s'en sortira indemne? L'avenir nous le dira. Merci Georges Malbruno.
Merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au remaniement, 4 sortants, 8 entrants. Quels sont les grands enseignements de ce gouvernement élargi et rajeuni? C'est tout de suite, ne bougez pas.